Bienvenue pour cette première de Positif in Lyon. Alors c'est, je vous le disais, une première, à la fois une émission, c'est une affiche aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une belle affiche qui a été faite par Olivier Ribes, qui, pour celles et ceux qui suivent, avait fait les portraits inspirants des femmes qu'on avait montrées dans Lyon Positif. Une soirée conviviale, de réseau, de rencontres. Normalement, il n'y a que des gens sympas et que des gens bien. Cette soirée, c'est aussi un anniversaire, c'est les 3 ans de Lyon Positif. Alors, je dis souvent 3 ans déjà, ou 3 ans seulement, ça dépend des jours. En tout cas, un média qui, vous le savez, pour toutes celles et ceux qui est d'ici, qui est né du confinement, de cette envie de regarder le monde autrement. De se dire qu'il y avait d'autres choses que ce qu'on nous présentait, qu'il fallait retrouver l'essentiel et qu'il fallait créer un endroit où on peut faire le récit à la fois de soi, des gens, parce que c'est aussi comme ça qu'on est dans notre identité, dans notre altérité. Donc Lyon Positif, normalement vous êtes tous abonnés, sinon vous avez le temps de le faire, hein, lyonpositif.fr sur les réseaux, c'est le bon moment. Et peut-être que pour ceux qui ne connaîtraient pas, on s'est dit qu'un petit film, ce serait le bon moment. On sent que la problématique du climat, la problématique des transitions et de la biodiversité réunissent un public très très jeune. On sent que les gens sont intéressés, ils savent tout simplement pas par où commencer. Les ressourceries sont d'actualité dans ce sens-là, puisque concrètement, c'est une solution pour consommer de manière plus éthique. Alexandre Perga, bonjour Alexandre. C'est devenu quelque chose de structurant aussi dans la scolarité même des enfants. Donc le collectif Sans Attendre est né un peu d'une situation d'urgence. Il fallait que ça continue. En proposant effectivement un lieu où grand public et personnes porteuses de handicap peuvent se rencontrer. Mais c'est vrai que c'est un vrai métier d'accompagner les personnes en situation de handicap. Je me suis rapprochée des plusieurs associations. Grâce à Weavers, j'ai un projet. On a envie, à travers nos actions, de pouvoir se dire que chacun peut être acteur. C'est de pouvoir développer le pouvoir d'agir des personnes. Il faut que, quel que soit son âge, quel que soit son niveau d'autonomie, ait toujours être en capacité de sortir de chez soi et de pouvoir rencontrer des personnes de son quartier. C'est quelque chose qui nous paraît vraiment important. Quand on est mutuel, on a une ambition sociale, une ambition sociétale. Donc, Alors c'est vrai que le film est vraiment sympa et je trouve que ça raconte bien les presque 430 reportages qu'on a fait déjà en 3 ans quand même, un peu plus de 350 invités, des grands entretiens, des moments de rencontre, beaucoup d'émotions. Moi à chaque fois je suis hyper frappé, hyper surpris par le côté positif, par ce qui se passe d'intéressant, par la vie des uns et des autres qui décident à un moment de s'engager pour le bien commun. C'est vrai que vous commencez à être nombreux à nous suivre sur les réseaux. Alors, je dis souvent que c'est pas encore Brut ou Combini, mais on n'est pas très très loin. Il suffit de continuer à nous suivre. On a une communauté qui participe beaucoup. Et ce soir, on avait envie de rassembler un certain nombre de personnes qu'on a rencontrées sur notre route. Et ce soir, vous allez découvrir ou redécouvrir Singa, Odysseus, la Société de protection des végétaux, Tous à la musique, Weavers, les audacieuses et les audacieux, CCLD, la cravate solidaire. Et puis on va vous parler à la fin d'un projet qu'on porte et qui nous tient aussi à cœur, avec notamment une série documentaire dont on va vous parler autour de l'apprentissage. Mais comme j'étais un peu seul là et que ça a assez duré quand même, je me suis dit que c'était bien d'avoir un co-animateur et un invité fil rouge. Donc je vais lui demander de me rejoindre. Il s'agit de Mathieu Mazin. Mathieu, si tu veux bien, on peut t'applaudir. Tu es le co-directeur de Singa. Salut. Merci d'être avec moi et d'avoir accepté de jouer le jeu, d'avoir accepté l'invitation de participer à cette première. Singa à Lyon, tout le monde connaît. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu veux nous rappeler ce que c'est que Singa ? Avec plaisir. Donc bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Alors c'est la première fois que je suis invité le fil rouge, alors je pense que ça va bien se passer, mais si jamais, m'en tenez pas rigueur. Singa, on est une association qui existe depuis 2016 maintenant à Lyon et qui travaille à l'inclusion des nouveaux arrivants. Donc dans le débat global, on va dire les personnes réfugiées demandeuses d'asile, entre autres. Et on agit avec 3 actions principales, c'est les activités socioculturelles, l'employabilité et l'entrepreneuriat, pour recréer du lien entre les nouveaux arrivants et les personnes locales et les amener à développer leurs projets personnels ou professionnels dans une ambiance conviviale, ouverte et surtout d'être dans la facilitation des parcours pour redonner une dynamique
d'une part, mais aussi un sens à des personnes qui ont vécu parfois des choses complexes, parfois dures, parfois violentes, et de réenchanter un petit peu leur quotidien, mais avec elles en partant de leurs besoins et de leurs envies. Et puis c'est aussi, en parallèle de ça, la possibilité d'avoir accès à une autre vision du monde, à de la nouveauté, à de l'innovation. Aujourd'hui, une personne qui vit dans un autre endroit de la planète, qui connaît des problèmes de gestion de l'eau, par exemple, et nous, en ce moment, on connaît des problèmes de gestion de l'eau, et bien peut-être que cette personne, elle est aujourd'hui la mieux placée pour nous aider à réfléchir à cette problématique-là. Et donc cette innovation, elle vient de la rencontre, et donc nous, ce qu'on encourage en tout cas, c'est d'aller au-delà de cette petite crainte de l'inconnu que parfois on met de côté quand on prend un avion ou un train pour aller dans un autre pays, en Europe ou dans le monde. Là, en fait, les gens viennent chez nous, viennent à nous, et ils nous offrent cette rencontre, donc il faut la saisir. Alors tu as aussi le thème de notre émission, c'est Inspire, mais c'est un mot qui est tellement connu que tu l'utilises aussi. Vous avez une grande soirée, vous, Inspire, chez Singa. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Alors, la soirée Inspire, l'idée, c'est de changer le regard sur la migration et de réindividualiser des parcours qui sont aujourd'hui traités dans des masses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de migration, mais on ne parle pas de l'histoire des personnes qui sont dans ces migrations-là. Et on leur permet, avec un accompagnement, de monter sur scène. Ils sont suivis par des coachs. Et cette année, on l'a fait au Théâtre de la Renaissance d'Oulin, devant 400 personnes. Et les gens sont montés sur scène. Et ils ont parlé cette année de leur expérience de l'accueil citoyen. Donc il y avait des personnes, d'une part, qui ont accueilli. Et ils ont parlé des joies et des difficultés dans cette expérience-là. Et d'autre part, des personnes qui ont été accueillies et qui nous ont parlé de leur parcours et de ce que ça a pu leur permettre de réaliser en étant sous un toit, en sécurité, avec des personnes bienveillantes qui les ont accompagnés dans leur projet. Alors dans ton actualité, et d'ailleurs on a fait un reportage dessus, il y a le Fait-Tout dont beaucoup de monde a entendu parler. Est-ce que tu veux nous rappeler ce que c'est que le Fait-Tout? Alors ouais, le Fait-Tout, grande aventure, donc qui a ouvert cette année en mars. C'est un tiers-lieu qui se veut être basé sur 2 valeurs fondamentales qui sont l'inclusion et l'alimentation. Et donc on a 4 piliers, c'est l'écologie, la justice sociale, l'inclusion et la convivialité. Et on fait ça à travers un certain nombre d'activités qui sont basées dans le Fait-Tout, qui est historiquement l'ancienne cantine des cheminots du Technicentre de la Mulatière, aux abords de Lyon, mais dans la métropole. Et à l'époque, la cantine, elle servait, je crois, autour de 3000 repas par jour pour tous les techniciens du Technicentre. Et nous, maintenant, on a ouvert un restaurant social avec une facturation qui permet à toute personne du quartier, de la métropole, de venir manger à hauteur de son budget. Un bar associatif solidaire pour remettre de la convivialité dans un quartier où le dernier bar, je crois qu'il a fermé il y a 15 ans. Et ensuite, créer de la synergie de territoire avec un coworking, avec une identité évidemment tournée sur l'inclusion et l'alimentation, mais pas que, puisque on a des acteurs comme Coexister, J'accueille, le Refugee Food Festival, Belle Bouffe, avec qui on a monté le projet en collaboration avec Singa et plein d'autres. Et il reste des places, donc si jamais vous cherchez un bureau, n'hésitez pas. Très bien. Voilà. Donc ton rôle d'invité fil rouge, c'est avec moi d'accueillir nos invités, de les questionner, de les interroger pour permettre au public et à ceux qui nous regarderont après de mieux les connaître. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Et on va commencer. Vous le savez, notre émission Inspire, elle est construite autour de 5 rubriques qui sont toujours les mêmes, qui racontent ce qu'on appelle le désir d'agir. Donc il y a 5 rubriques, c'est facile normalement pour s'en souvenir: durable, essentiel, solidaire, inspirant et responsable. Et on va commencer par la première rubrique de notre émission qui s'appelle Durable. Donc vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a une rubrique, et puis on parlera de tout à l'heure, il y aura un jingle qui a été fait spécialement pour l'émission et tout, donc voilà, ça donne un petit côté à l'américaine. Donc la rubrique durable, vous allez voir que évidemment c'est lié à notre environnement immédiat, à tout ce qui va être de l'ordre du développement durable, et on va parler aujourd'hui de la protection de l'eau et de l'environnement, et vous allez voir qu'on n'a pas besoin d'aller très très loin pour s'occuper de l'eau, parce que souvent on dit que la mer elle commence tout près, et c'est un peu le cas, et je vous propose de regarder ce petit film qui a été tourné par l'équipe, notamment c'est Ophélie et Clara
qui ont fait ce petit film. Donc vous allez voir de quoi on va parler. On va parler d'Odysseus 3.1. Alors aujourd'hui, nous sommes au parc de Miribel-Jonage, sur la plage du Morlaix. Nous participons à la réalisation de l'Atlas de la biodiversité qui est demandé par le Ségapal et par la métropole. Donc nous avons des plongeurs à l'eau aujourd'hui, 4 plongeurs qui ont pris tablette, appareil photo pour noter, identifier tout ce qu'ils vont voir, répertorier vraiment toutes les espèces. Dans ces 4 plongeurs, vous avez 2 plongeurs biologistes qui ont la connaissance, la formation d'identifier, pour identifier les espèces. Cet atlas n'a, en tout cas dans les milieux aquatiques, jamais existé, jamais été fait. Donc ce qui va permettre, dans le temps, parce que l'idée c'est pas de le faire une fois, c'est de le recommencer année après année, de voir l'évolution des espèces. Et l'idée était de se dire, si on montrait la beauté des lieux aux Lyonnais. Parce que beaucoup de gens connaissent cette plage, beaucoup de Lyonnais ils sont déjà venus, mais tout comme quand ils vont au bord du Rhône et Saône, et n'ont pas idée de ce qu'il y a dessous. Et notre motivation aujourd'hui, c'est ça, c'est de remonter les photos, de remonter les zones et de montrer aux gens, regardez là où vous êtes, regardez la biodiversité, la vie qui s'épanouit sur des endroits, j'allais dire, presque insoupçonnés. Donc l'objectif ce matin, c'était de répertorier un petit peu les espèces. Donc il y en a qui notent sur des tablettes, moi je note pas sur les tablettes. Soit je prends en photo, soit je retiens parce que je connais. Nous avons vu pas mal d'écrevisses américaines et puis c'est couvert d'une espèce d'algue, je vous montrerai, j'en ai ramassé un morceau pour essayer d'identifier, qui couvre pratiquement tout le fond. Je suis avec Michael Guyot, merci de nous avoir rejoints. Je crois qu'on te voit dans le reportage de mémoire, je ne vois pas ce qu'il y a derrière, mais j'ai vu la vidéo. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots comment s'est créé Odysseus ? Alors Odysseus s'est créé en 2018 autour d'un ramassage. En fait, suite à des parutions sur les réseaux sociaux, nous avons constaté qu'il y avait énormément de trottinettes. Et on est un groupe de plongeurs et on s'est dit, tiens, il faut aller les enlever. Et nous avons enlevé 202 trottinettes en moins d'une heure et demie sur 400 mètres de distance. Et sorti de ça, les images ont fait le tour du monde, de Lyon, de la région, mais vraiment du monde. Mon frère qui habite en Australie, on a entendu parler. Et sorti de ça, on s'est dit, on va faire quelque chose de ces images et essayer d'aller continuer nos actions. Donc il y a plein d'actions dont tu vas nous parler, mais celle qu'on vient de voir ce matin, c'est un peu étonnant. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vas chercher dans le lac de Miribel en fait ? Comme je disais dans le reportage, la beauté des choses, parce que beaucoup de gens connaissent Miribel, beaucoup de gens ils vont s'y baigner, mais ne savent pas ce qu'il y a dessous. Et j'allais dire au-delà, même la métropole ne sait pas ce qu'il y a dessous. Et nous avons répondu à un appel à projet sur un atlas de la biodiversité qui est général, et nous avons donc obtenu le volet subaquatique. Et l'idée, c'est de, comme je disais, référencer toutes ces espèces, de les identifier, de voir comment elles évoluent au fur et à mesure des années et aussi des saisons. Ceci, nous l'avons fait comme ici au parc de Miribel, mais nous avons été aussi les premiers plongeurs. Nous avons fait un joli reportage au parc de la Tête d'Or. Et puis dans la Saône, dans le Rhône, évidemment, etc. Et alors, ce qui est intéressant peut-être, et tu interviens quand tu veux, mais c'était aussi de constituer quoi, un point de départ, avoir une base, un repère pour savoir comment ça va évoluer, et pas forcément dans le bon sens d'ailleurs. On ne sait pas. En tout cas, on a des belles surprises. Les images ne sont pas là, mais on a vu des gamards, donc ils sont des espèces un peu, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces eaux-là. Alors effectivement, il y a des choses un peu négatives, comme on l'a vu tout à l'heure, des algues qui sont là, qui recouvrent le sol et qui du coup empêchent la luminosité de pénétrer l'épaisseur d'eau, la lame d'eau, et empêchent la vie de se développer. Mais à nous de voir si l'été prochain, elle y sera encore ou pas. Ce qui permet effectivement de faire ce constat qui aujourd'hui, je le répète, mais n'existe pas. J'ai une question. Vous disiez que vous preniez des photos pour faire un peu de vulgarisation ou pour le montrer au grand public. Comment c'est accessible ? Moi, si je veux voir ce que vous faites, comment ça se passe ? Alors, déjà, l'association organise régulièrement des événements sur lesquels nous publions ces photos. On les met aussi systématiquement sur les réseaux sociaux à l'issue d'opérations, avec le nom scientifique des espèces, ce qui permet cette vulgarisation de dire « tiens, ils ont vu ça ». Et d'ordre plus général, donc il y a l'Atlas de la biodiversité sur lequel je l'évoquais tout à l'heure, et on intervient aussi au niveau de Doris, qui est un programme plutôt national,
ou c'est de la science participative, où chacun peut mettre, vous aussi dans le public, une photo d'une espèce que vous avez vue à un endroit donné en disant tiens, ça c'est la première fois que je le vois ici. Vous le mettez sur le programme Doris et des scientifiques vont vous dire, des biologistes vous diront c'est normal qu'il soit ici ou c'est pas normal, et ça permet de faire avancer la recherche. Et du coup, est-ce que vous avez trouvé des choses qui ne sont pas normales à part des trottinettes, je veux dire. À part les trottinettes. Non, pas pour le moment. Alors beaucoup d'écrevisses, comme on le voit, d'écrevisses américaines, donc des invasives et des moules aussi invasives, mais elles sont là depuis des décennies, donc on peut les estimer comme normales maintenant. Alors Odysseus, c'est plusieurs piliers, hein, je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels repose l'association, à la fois de l'exploration, de la recherche scientifique et aussi de la transmission. C'est ça les 3 piliers de l'association. Affirmatif. Je vais faire un peu de philosophie, mais c'est ce qui nous rejoint tous ici dans cette émission. Pour protéger, il faut aimer. Pour aimer, il faut connaître. Et on va participer à cette connaissance en disant regardez ce qu'il y a, le Rhône, la Saône, on la traverse tous, pour certains plusieurs fois par jour, et on n'a pas idée de ce qu'il y a dessous. Donc l'idée de se remonter ces images, c'est de participer à cette exploration, parce que Homo sapiens, c'est un explorateur, et nous sommes des explorateurs, tous autant que nous sommes dans la salle. Donc l'idée, c'est de montrer ces images pour vous dire, tenez, regardez, tout n'est pas foutu. Pourquoi ? Parce que lorsque nous avons remonté ces trottinettes, et bien d'autres choses derrière, beaucoup de gens nous sont venus à notre contact et nous ont dit, à quoi bon ? À quoi bon sauver ? Parce que finalement, c'est foutu. Regardez, ici, c'est des trottinettes, là-bas, c'est des vélos, là-bas, c'est des voitures, je parle du canal de Jonage. Bref, à quoi bon ? Eh bien, à quoi bon ? Remontons ces images, dépolluons, et ça donnera un peu de positif. Le deuxième pilier, c'est la recherche scientifique. La recherche scientifique, alors personnellement, je suis très tordo, donc je m'y retrouve dans ce pilier. On fait beaucoup de lancements d'alerte, et nous avons remonté des choses, alors franchement dégueulasses, si vous me permettez l'expression, mais nous avons remonté des images, la première fois qu'elles ont été tournées, dans le lac Léman, de munitions immergées à 40 mètres de profondeur, qui, d'après les scientifiques et le gouvernement suisse, n'existaient pas. Ou si elles étaient là, elles étaient sous plusieurs dizaines de mètres de sédiments. Or, nous avons plongé, nous les avons découverts, ça n'a pas été aussi facile que ça, mais... Et derrière, nous avons été le bras armé, je vais le dire comme ça, de l'Université de Genève, sur lequel nous avons, à ces profondeurs, fait des prélèvements de sédiments, de colonnes d'eau, afin de déterminer si les bombes fuyaient ou pas. Là-dessus, on a un dernier pilier que l'on appelle la transmission. Je fais le lien parce que pour cette transmission, nous avons fait une BD de cette aventure. J'en profite pour faire la promotion. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Et dans cette transmission, nous intervenons dans les écoles pour expliquer les gestes éco-citoyens, montrer aux enfants ce qu'il y a dans le Rhône, la Saône. On va parler de sujets aussi vastes que le cycle de l'eau, que les zoonoses, en fonction des écoles dans lesquelles nous intervenons. Nous avons un autre axe de communication aussi sur cette transmission, qui est l'art. Et nous faisons régulièrement, via le biais d'expositions, mais aussi de pièces de théâtre, ou des rendez-vous artistiques, où des artistes locaux vont nous présenter leur œuvre, autour de la mer, autour des fleuves, autour de ces sujets-là. Ben voilà, c'est très clair. Alors on sait qu'on pourrait parler de tous les sujets, je dis ça pour tout le monde parce que c'est un peu frustrant pendant des heures, mais tu auras l'occasion de poursuivre les discussions tout à l'heure. Mais on voulait vraiment mettre en avant ton activité et puis on te suivra vraiment avec attention. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler d'Odysseus 3.1. Et du coup, on va enchaîner, poursuivre avec une première chronique, puisque vous l'aurez remarqué, on est dans un lieu qui est très agréable, très sympathique et qui a été particulièrement décoré. Il y a un peu plus de plantes vertes que d'habitude et évidemment ces plantes vertes, elles ne sont pas arrivées toutes seules, elles sont arrivées avec Nicolas Talus de la Société protectrice des végétaux qui va venir dans quelques instants après le jingle nous parler de tout ça. Alors, Nicolas, je voudrais dire que beaucoup de gens te connaissent ici. Tu as beaucoup communiqué ces temps-ci parce que tu as une actualité assez importante avec la Société protectrice des végétaux. Déjà, je trouve que le nom,
il est vraiment bien trouvé. Est-ce que tu veux nous rappeler en quelques mots ce que tu fais et pourquoi tu as créé cette structure ? Alors, en gros, on s'est posé les questions de qu'est-ce qu'on fait avec les êtres vivants qu'on ne fait pas avec les végétaux et comment est-ce qu'on va faire pour répondre à ces questions-là. Et donc, du coup, la première des activités qu'on a mis en place, c'est un pensionnat. Quand on part en vacances, on essaie de faire en sorte que ces animaux soient dans un refuge. C'est exactement la même chose avec les plantes. Comme ça évite qu'elles meurent pendant l'été. Il paraît que c'est le moment où elles meurent le plus. La deuxième des actions a été le soin. Et donc, du coup, on a mis en place un système où, en fait, vous pouvez apporter une plante pour qu'on vous dise, qu'on fasse un petit diagnostic dessus et qu'on vous dise, elle va pas bien. Pour ça. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on fait pour la soigner ? Exactement comme le ferait un vétérinaire avec votre animal de compagnie ou comme on le ferait avec un médecin. La troisième des actions, et du coup, celle sur laquelle on est le plus connu, c'est l'anti-gaspi. Et on a essayé de faire en sorte que cette démarche de maillon qui manquait, encore une fois, c'est qu'on ne veut pas appuyer sur le fait qu'il y ait des gens qui gaspillent. Ils gaspillent jamais par choix, mais parce qu'ils n'ont pas eu la facilité pour pouvoir remettre sur le marché différemment, pour pouvoir réparer. Et donc, du coup, en gros, on voulait devenir le producteur qui va reprendre ces plantes qui sont un peu abîmées, qui ont un passif, et de façon à dire, en fait, vous avez travaillé dessus, nous, ça nous intéresse. On est vraiment dans la circularité, c'est-à-dire que toutes les plantes qu'on voit là sont des plantes qui étaient abîmées, un peu perdues, qui t'ont été apportées soit par des entreprises, soit par des individus. Tu avais un endroit comme ça pour les accueillir avec du compost, plein de choses, etc. Tu es aussi sur un nouveau lieu, et c'est pour ça que je disais que tu as une actu, c'est-à-dire que tu vas souhaiter déménager, et tu avais lancé pour ça derrière une campagne de crowdfunding qui est toujours ouverte. Donc c'est le bon moment pour en parler aussi. Merci beaucoup. Effectivement, la campagne de crowdfunding vient de s'être clôturée normalement, donc c'était la nuit dernière. On a réussi à atteindre les objectifs qui étaient sautés, mais du coup, on a le droit de prolonger. Et donc, du coup, on a prolongé pour ceux qui n'avaient pas encore une paye qui était tombée avant le 5. Et donc, du coup, on nous reste encore à peu près, ça c'est 10 jours pile, pour pouvoir accumuler un peu plus de fonds. L'idée, en fait, c'est que nos plantes nous servent à repenser un peu tous les services qu'on peut avoir autour du végétal, et il y a une partie qu'on n'avait pas mesurée qui est l'occupation temporaire. Il y a des terrains qui sont vides en ville, qui servent à rien. Et ce qu'on s'est dit, c'est qu'en amenant une pépinière, on va créer du lien social, écologique et économique sur cette parcelle-là. Et donc du coup, on est amené à déménager régulièrement. Notre première occupation vient de finir, et donc du coup, on a réussi enfin, après une bonne année de difficultés, à trouver une nouvelle parcelle. Et du coup, on va sur Roulin, dans l'espoir de ensuite aller sur Villeurbanne, ce qui nous fera agir un peu plus grand. Voilà, et du coup, ce qui était sympa aussi ce soir, c'est pour ça que tu es venu avec toutes tes plantes, c'est que tu souhaiterais repartir les mains vides. Toutes ces plantes seront vendues tout à l'heure, donc vous n'hésitez pas. L'idée, c'était à la fois de parler de toi, de bien décorer cette salle et de raconter une belle histoire autour de la manière dont on peut entretenir le vivant, faire vivre le vivant en ville. Et donc tout à l'heure, ceux qui seront là au moment du cocktail pourront repartir avec une de tes plantes. Ceux qui me connaissent savent déjà que j'adore raconter les histoires des plantes que je récupère. Elles ont toutes des scénarios différents, et donc du coup, je vous invite vraiment à venir me voir en fait pour comprendre est-ce qu'elle est récupérée à tel endroit, par chez qui, comment, par quoi est-ce qu'elle est passée, et ensuite du coup, juste pouvoir transmettre ça. Et puis aussi, je voulais faire un coucou à Singa parce que potentiellement le prochain endroit de refuge pour les plantes pendant l'été, ça sera par là-bas. C'est pas sûr qu'elles survivent. Il faudra prendre des cours alors. Merci beaucoup Nicolas d'être venu nous en parler. On te retrouve tout à l'heure avec tes plantes. Merci à toi, et on peut t'applaudir. Et on va passer du coup à notre deuxième séquence qui s'appelle Essentiel. Voilà, alors dans l'essentiel, évidemment, il y a tout ce qui était nécessaire. Je vous racontais l'histoire de la création de ce média. À un moment, c'était aussi pendant le confinement, le fait d'avoir perdu tout ce qui était essentiel à nos vies, l'altérité, le lien, la relation, la rencontre, la musique, la culture. Et donc, on avait voulu mettre l'accent aussi sur cette dimension culturelle. Et donc, vous les avez entendus depuis le début de l'émission. Alors, c'est un groupe éphémère, puisqu'ils m'ont trouvé un nom
Undici, un truc, c'est ça? Vous nous direz tout à l'heure ce que ça veut dire. Dans le groupe, et je vais vous demander les acclamer, il y a Naé, Isabelle, Noéline, Valentine et Ernest, avec leur professeur qui va venir nous raconter tout à l'heure l'histoire. Ils ont donc créé à chaque fois un jingle, mais ils ont aussi créé une chanson originale, et donc il y a une petite partie live, et c'est maintenant. Everything's going right. And life is a funny way of helping you out when you think everything's gone wrong and everything goes up in your face. Traffic jam when you're already there. No smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams, and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic, don't you think? A little too ironic, and I really do think it's like Bravo. Merci. C'est vrai que ça donne tout de suite une petite ambiance assez chouette. Alors, derrière ce groupe éphémère, oui, qui sont des jeunes, qui sont au collège, et on va raconter une très belle histoire, moi, que je trouve assez touchante, avec une association qui s'appelle Tous à la musique. Vincent Rollin, qui est là à côté de moi, est un des cofondateurs. Mais pour que vous compreniez un petit peu aussi ce qu'il y a derrière et l'importance de la culture, de la manière dont ça a donné en fait confiance aussi à ces jeunes qui viennent de parcours assez différents, je vous propose d'écouter un extrait d'un des reportages qu'on leur a accordé. On avait eu un mot
pour nous dire comme quoi il y avait Véramuse, on nous expliquait ce que c'était et que dans la cour, il y avait plein d'instruments, les batteries là-bas, les guitares ici. Et du coup, on a fait le tour de tous les instruments, on a essayé et après il y avait un petit papier où on écrivait les instruments qui nous plaisaient et si on voulait les faire. Alors l'idée elle est apparue, c'était une demande assez naturelle qui s'est faite. On a fait un super concert une année et à la fin les gamins me demandent est-ce que moi je pourrais faire de la flûte. Je dis bah oui c'est très simple, tu vas à l'école de musique, tu t'inscris. Et à la rentrée de septembre, il y avait 2-3 élèves qui m'avaient demandé à faire des instruments, qu'est-ce qu'il en est? Et chacun n'avait pas pu s'inscrire. Donc on a essayé d'identifier les freins à la pratique musicale. Les deux majeurs, c'est vraiment une histoire culturelle. C'est que les gens, il faut que ça rentre dans les familles, il faut que ça rentre dans la culture. Et l'aspect financier, évidemment. Au collège Jean de Verrazano, c'est un petit collège de 400 gamins. Il y a à peu près un tiers des enfants qui participent au moins à une activité musicale en plus de son cours de musique. Pourquoi faire des cours de musique et développer la musique dans des REP? C'est parce que l'impact il va au-delà de la scolarité musicale de l'enfant. Il va avoir des meilleurs résultats, le vivre ensemble va être énormément travaillé, l'estime de soi. Des élèves qui ont peur de se montrer en public, au bout d'un an ils ont plus peur, ils sont OK pour faire un concert, 2 concerts. Et là on restaure comme ça des mésestimes des enfants d'eux-mêmes. Moi, ça m'a vraiment apporté la confiance en moi, le fait de passer un concert aussi, d'être avec d'autres personnes, d'avoir des profs qui sont là pour nous aider. J'ai vraiment progressé en chant et en batterie et aussi même au niveau mental, ça m'a vraiment aidé pour tout. Je pense que ça m'a vraiment aidé à me sentir à ma place dans ce collège. J'allais dire presque tout est dit, on peut les applaudir et puis Vincent, les applaudir eux et Vincent te demandait d'où t'es venue cette idée parce que vous étiez 2 professeurs de collège. C'est quoi le début de l'histoire? En fait, c'est un constat. Quand je suis arrivé dans ce métier, après avoir enseigné à l'université, j'espérais quand même pouvoir faire de la musique avec les enfants et comme mon collègue que vous venez d'entendre, je me suis rendu compte que j'avais très peu d'enfants musiciens au collège. La première année, j'avais tous les 3e. 200 troisièmes au total dans un collège de 800, j'en avais 5 qui étaient musiciens. Tous les autres, ils n'avaient jamais envisagé la pratique musicale pour des raisons culturelles ou tout simplement parce que ça coûte beaucoup trop cher. Et là, je me suis dit, ça suffit, je vais faire quelque chose. J'ai des instruments chez moi, donc j'ai tout ramené dans ma salle de musique. J'ai monté mon premier groupe. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que j'ai des musiciens. Comment je fais pour avoir des musiciens? Je vais créer des cours de musique gratuits. Alors au début, c'est moi qui les faisais, je donnais des cours de à peu près tout. Et à un moment donné, c'était fatigant. J'ai essayé de trouver une solution, j'ai fondé une association. Et là, je rencontre mon collègue qui, lui, en fait, a fait la même chose. On ne se connaissait pas. On s'est mariés, en quelque sorte. Clément Zic, collège Clémenceau, s'est marié avec Véramuse, collège Verrazano. Et ça donnait Tous à la musique. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir... permettre à tous les enfants qui le veulent d'avoir accès à de la musique, à des instruments, à un moment, en plus des cours obligatoires, en fait. C'est autre chose qui se passe. Alors, déjà, il faut dire que l'image du professeur d'éducation musicale est légèrement détériorée à cause de la flûte à bec pendant des années, et que longtemps, quand je disais que j'étais prof d'éducation musicale, les gens me regardaient d'une façon un peu bizarre. On me parlait de la flûte à bec, et ça me faisait mal, parce que ça a bien changé. Je pense d'ailleurs que ceux qui ont des enfants au collège le savent, c'est différent. Mais le problème, c'est que comment on fait pour avoir une vraie égalité des chances face à la musique? Comment faire? L'éducation nationale, elle n'a aucune solution. Mais vraiment, parce qu'elle ne peut pas. Financièrement, elle est exsangue. Je suis bien placé pour le savoir. On met l'accent sur l'essentiel. Je sais que la musique, c'est pas essentiel. Mais en fait, le pari, c'est que vous prenez n'importe quel enfant, vous lui dites « Écoute, tu peux choisir l'instrument que tu veux, nous, on va te prêter l'instrument gratuitement. Ça coûtera rien pour ta famille si ta famille ne peut pas nous aider. » Dès l'instant où vous donnez cette possibilité-là, les enfants, ça donne ça. Ils sont à fond, ça marche super bien, ça sonne, on fait des concerts au collège et tout de suite, la musique devient intéressante. C'est au-delà de l'accès à la culture musicale, un peu pour tous, je crois que c'est aussi ça qui t'interpelle, c'est ce que ça permet pour les enfants en fait.
Ce que je trouve aussi intéressant, c'est le répertoire que vous jouez, qui est pas forcément dans les tendances actuelles, ce qui veut dire qu'il y a une ouverture à différents styles de musique, qui est toute cette ouverture qui est assez riche et qui va, à terme, j'imagine, amener plus de diversité dans la culture musicale à la suite. Déjà, on s'interdit rien comme style, on s'interdit rien comme instrument. Alors évidemment, je rêverais un jour d'avoir un orchestre symphonique, mais les instruments classiques, c'est pas très vendeur, alors on essaie de faire ce que l'on peut. Le but, c'est d'aller les chercher là où ils sont. En fait, j'ai une chance, moi j'ai un pouvoir énorme, c'est que ces enfants, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de se taper le père Rollin en musique, au moins en moyenne 2 années au collège. Donc moi, je peux leur asséner un message et les mettre dans une position qui est « tu peux faire de la musique ». En plus, ça apporte autre chose, c'est que ça crée un vivre ensemble dans le collège. L'idée, c'est qu'on n'ait pas des cours pour les pauvres et des cours pour les riches, qu'on n'ait pas des cours de meilleure qualité parce que des familles peuvent payer et des cours au rabais pour les autres. Le principe, il est solidaire, l'inscription est gratuite. 2 mois après l'inscription, je téléphone aux familles et je leur dis, écoutez, voilà, moi j'ai besoin de financer ça. Toutes les familles qui ne peuvent rien payer, vous ne payez rien s'il vous plaît, c'est pour vous qu'on travaille. Toutes les familles qui ont de l'argent, qui sont imposables, qui peuvent nous faire un don défiscalisé, allez, vous donnez mes plein pot, vous y allez. Et ce deal-là, ça fait que j'ai absolument toute la mixité du collège dans mon association. Et j'ai des enfants de classe favorisée avec des enfants de classe défavorisée qui font exactement les mêmes activités, les mêmes répétitions. Il n'y a pas de différence. Bien, pour le vivre ensemble au collège, ça aide beaucoup. Et ben voilà, tout est dit avec des belles histoires. Si on pourrait en parler, mais tu nous raconteras tout à l'heure. Moi, je sais qu'il y avait quelqu'un, une jeune fille, je crois, qui était un peu sortie du système. Et il y a eu un truc assez exceptionnel, c'est qu'on a permis qu'elle aille au cours de musique. Et c'est ça qu'il a remis en quelques semaines dans les cours normaux, c'est ça En fait, le problème de la déscolarisation au collège est connu, du fait de plein de facteurs. Déjà, le découragement face à la difficulté de ce qu'est être un collégien, le harcèlement. Et j'ai fait quelque chose avec la principale qui devrait peut-être pas être fait, mais on l'a osé. Cette élève ne venait plus dans les cours normaux de l'éducation nationale. En revanche, elle avait son propre groupe, elle avait ses cours d'instruments dans l'association Clémenzic. Et je lui ai dit, Madame la principale, est-ce que vous acceptez ? On va faire ça, ce ne sera pas trop voyant, parce que ça ne devrait pas être fait, mais on va faire en sorte que cet enfant vienne quand même faire de la musique avec ses amis. Au bout de 2-3 semaines, cet enfant revenait progressivement se scolariser. Pourquoi ? Parce qu'on avait remis du sens à sa position dans le collège, tout simplement, et forcément, ça relance tout un processus d'appropriation d'un lieu, d'un environnement. Merci beaucoup, et vive la flûte à bec alors. Moi, la flûte à bec, régulièrement, je m'amuse à en regarder parce que j'en ai une au collège et je me dis, moi j'ai connu ça. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement essayé d'être le professeur d'éducation musicale un peu fou et rocker que j'aurais voulu avoir quand j'étais au collège. Merci beaucoup, on peut applaudir les élèves. Je te laisse regagner ta place puisqu'on va poursuivre notre émission avec une 3e rubrique. Il faut que tout le monde se reconnecte puisqu'il y a un jingle avant chaque rubrique. Donc là, on a un petit moment de hop, hop, hop. Et la 3e rubrique, elle s'appelle Solidaire. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside that red firelight. Oh, you're gonna let it all hang up. Fat bottom girls, you make the rockin' world go round. Merci. Alors, évidemment, dans cette rubrique solidaire, on est sur des choses qui nous amènent à une forme d'humanité, sur des projets qui parfois vont plus loin que soi, qui nous portent plus loin que soi. Et on est avec toi, Flora Vidal-Marron. Je dis avec toi parce que tu es une figure un peu connue, une personnalité aujourd'hui de cet écosystème de la solidarité. Et avec toi, c'est aussi un petit peu comme avec Singa, il y a une notion de voyage intérieur, on va plus loin. Est-ce que tu peux nous raconter l'origine de Weavers ? Oui, je peux vous raconter ça. Tu peux le faire, ça m'arrangerait. Weavers, c'est une association qui vise à promouvoir l'inclusion des personnes exilées sur la métropole de Lyon et plus largement en Auvergne-Rhône-Alpes. On est une cousine de Singa.
Et ça vient d'où? Pourquoi je me suis mis là-dedans? C'est un processus. J'ai eu la chance d'avoir des parents hyper investis et engagés. Donc je pense que je tiens ça d'eux. Mais je trouvais, avec mon regard d'enfant et d'adolescente, que nous, en tant que Français, on est toujours très bien accueillis à l'étranger. Et nous, on avait une très mauvaise capacité d'accueillir les étrangers. Et c'est avec ce constat-là que j'ai voulu agir à mon échelle. Au début, j'étais étudiante. Et ça s'appelait Tissu solidaire. Et on provoquait la rencontre entre personnes exilées et personnes locales à travers des passions communes. Puis après, je me suis rendu compte que ce qui manquait dans le chaînon de l'inclusion, enfin, une des choses qui manquait, parce qu'il y a plein de choses qui manquent encore, c'était la formation et l'accessibilité à la formation pour les publics exilés. Et du coup, on est devenu une école depuis 2019. Et depuis, on a formé plus de 1000 personnes, dont 700 sont en emploi maintenant. Et c'est ça qu'on va comprendre un petit peu mieux avec ton actualité. On regarde aussi un reportage. J'ai quitté mon pays, j'avais 24 ans. J'ai pu accéder à une formation d'assistante maternelle. J'ai fait ça pendant 20 ans. Et après, suite à une maladie, j'ai dû tout arrêter pendant 3 ans. À ce moment-là, je me suis rapprochée de plusieurs associations. Et c'est par ce biais-là que j'ai rencontré Weavers, un jour aux Cités internationales de gastronomie de Lyon. Ils ont fait un lancement d'une formation dédiée à la cuisine, mais pour les femmes. Donc, après plusieurs phases de sélection, d'accompagnement, qui a duré 4 mois, j'ai pu, moi, accéder à cette formation. J'ai obtenu mon CAP. 2 mois après, il y a un chef qui est venu me chercher. J'ai signé un CDI et je travaille dans un hôtel-restaurant. Je pense que Weavers a su donner la place à des personnes qui sont loin de la société. Et moi, je suis fière maintenant de me lever pour aller au travail, de dire voilà, je fais partie intégrante de la société. Et grâce à Weavers, j'ai un projet d'ouvrir une table d'hôtes. Donc vous voyez, quand on laisse la place, quand on prend les personnes, quand on les accompagne, je pense que Weavers a su le faire et je le remercie infiniment et jamais assez. Ce soir, on a la chance d'être accueillis à l'Hôtel des Vignes de Lyon pour une soirée qu'on organise avec le réseau Muxer, qui est un réseau d'entreprises inclusives. Et le but, c'est de venir mobiliser toutes les entreprises, parce que pour nous, ce sont vraiment des parties prenantes indispensables à la politique d'inclusion des personnes exilées. Et le but, c'est de sensibiliser, d'expérimenter ensemble, de lever les préjugés et de leur donner envie de recruter des personnes exilées. Donc ça raconte effectivement une belle histoire. Je suppose que quand tu entends ça, c'est aussi quelque chose qui est touchant dans la manière dont tout d'un coup tu as Weavers comme si c'était une personnalité ou une personne. On a des très bons ambassadeurs en effet. Et je suis toujours autant touchée après toutes ces années d'entendre ce type de témoignage. Et ça fait combien de temps? Donc tu as commencé quand tu étais étudiante. C'est quoi, tu me disais, l'évolution aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu t'es orientée du coup vers la formation? Pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit à la fois concret, opérationnel? C'était une demande un peu des gens que tu as accompagnés? Comment tu en es arrivé là? Alors ouais, processus très long, ça fait longtemps que cette histoire dure pour moi. Donc, tout a commencé en 2015, je rentrais de pas mal de temps à l'étranger, dont du temps passé à Istanbul où on était en pleine crise syrienne et kurde, mais bon, bref. Et du coup, la question de l'exil et de la migration était très présente, et même spatialement dans la ville d'Istanbul. Et du coup, quand je suis rentrée à Lyon, ça a été au même moment aussi de l'arrivée de ces populations en Europe de l'Ouest, et avec une volonté quand même politique française de ne pas accueillir, en tout cas de ne pas accueillir autant que l'Allemagne. Pour rappel, l'Allemagne a accueilli 1 million de Syriens, quand nous on en a accueilli 60 000. Voilà, pour quelques chiffres. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé à mon échelle, avec mes yeux d'étudiante de l'époque, de provoquer la rencontre en fait, entre des populations qui ne se rencontrent jamais, donc les personnes réfugiées et les personnes locales, comme vous et moi, et à travers des ateliers. Donc, j'avais pas l'impression de réinventer la roue, mais juste d'agir à mon échelle et surtout de mettre en place une société qui me correspondait dans ma vision de l'inclusion. Et en fait, à force de rencontrer toutes ces personnes, donc on a fait plus de 300 ateliers pour plus de 3000 personnes, il y avait toujours une magie qui se créait, et je me disais c'était trop dommage de s'arrêter là. Et toutes ces personnes-là étaient empêchées, au-delà des statuts administratifs, parce que je ne fais pas encore la loi, un jour peut-être,
étaient empêchés dans leur inclusion économique par le manque d'accessibilité de la société française aussi dans la formation et dans l'emploi. Et du coup, on a créé en fait une école dédiée pour rendre accessible la formation professionnelle et l'emploi. Du coup, on donne des cours de français, de numérique, d'employabilité, de développement personnel, de pouvoir d'agir, qu'on plug à de la formation technique avec des entreprises partenaires pour renforcer l'emploi des personnes exilées, tout simplement. Tu as des questions? Bien sûr. En introduction, tu disais justement que tu avais pensé Weverse pour répondre à un besoin qui était inscrit dans plein d'autres besoins auxquels il n'y avait pas de réponse aujourd'hui. Et vu que là, il y a sûrement des gens qui vont regarder ça, peut-être des gens qui vont vouloir lancer des projets par la suite. Selon toi, qu'est-ce qui manque sur ce sujet-là pour que la métropole de Lyon ou la France de manière générale soit plus accueillante et plus inclusive? Principalement, ce qui manque à la France, c'est du courage politique. Parce que Très bien. Et quand je dis courage, en fait, c'est aussi de réalisme politique. Tout simplement, je pense que je vous apprends rien, mais je vais quand même remettre dans le contexte quelques données. Donc la France est le 13e pays à accueillir des étrangers en France en rapport à sa population. Le premier étant l'Allemagne, je parle au niveau européen. 82% de la migration se fait dans des pays voisins, donc on n'est pas le grand emplacement est un mythe, voilà. Donc merci de le déconstruire dès à présent. Et ce qui manque à la France, c'est des politiques d'inclusion qui permettent concrètement d'inclure les personnes. On le voit que c'est possible puisqu'on l'a fait pour les Ukrainiens, où il y a eu une grande engagement public-privé pour l'accueil de ces déplacés, donc comme quoi il est possible. Et on le voit, quand je parle de courage politique, je parle aussi de réalisme, parce qu'il y a 7 métiers sur 10 qui sont en tension actuellement, et on n'est même pas capable de régulariser les personnes et de leur faire de la place dans la société. Alors après, il ne faut pas avoir qu'une vision utilitariste de la migration, c'est pas du tout mon propos, mais même quand on parle de sujets économiques, on n'arrive pas à se mettre d'accord et à avoir des vraies décisions politiques. Donc pour moi, c'est la première chose. Et ce qui manque aussi sur le sujet migratoire en France, c'est qu'il n'y a plus de débat. En fait, on ne discute plus. On est dans un mythe de la fiction où on va instrumentaliser le sujet et on ne peut plus débattre. Et c'est pour ça qu'avec d'autres structures, on a lancé une campagne de plaidoyer pour demander une convention citoyenne sur la migration, au même titre qu'il y a une convention citoyenne sur le climat. Alors on n'y est pas arrivé, comme vous avez pu le voir. Il n'y a toujours pas de convention citoyenne sur la migration, mais on redoute pas d'efforts et on pense pouvoir y arriver un jour. Et puis c'est quelque chose qui fonctionne bien. Tu as une actualité parce que je crois que tu as déménagé pour accueillir de plus en plus de monde. Rappelle-nous en quelques chiffres peut-être ce que ça représente, la formation, le nouveau lieu où tu vas être. Oui, alors Weverse, on a on a formé 1000 personnes depuis nos débuts. On est présent sur la métropole de Lyon et plus spécifiquement sur Villeurbanne, mais on a 2 autres antennes aussi à Annecy, à Grenoble, et on accompagne d'autres structures à former sur Paris et sur Marseille, donc maintenant on devient national. Et du coup on a déménagé dans un nouveau lieu qui est trop cool. Je vous invite tous à venir l'inaugurer avec nous le 9 novembre. Il s'appelle Villa Urbana, il est aux 50 cours de la République, et l'idée c'était à la fois d'avoir un plus grand espace pour accueillir, parce qu'on forme 300 personnes par an, donc un espace de formation, un espace de rencontre, parce qu'il y a d'autres associations et d'autres bénéficiaires également, et surtout un espace de brassage des publics. L'objectif c'est que et nos apprenants et des personnes sans domicile fixe et des citoyens villeurbanais et des entrepreneurs puissent se mélanger et s'apporter les uns avec les autres. Eh ben, merci pour être venu nous parler de tout ça. Bravo pour ce que tu fais. Et on sera évidemment à l'inauguration. Merci beaucoup à toi. Et on va donc avoir une nouvelle chronique. Qui dit chronique dit jingle. Une chronique, puisqu'on avait lancé ça aussi, vous le retrouverez sur les pastilles en mode newsletter. On a
90 secondes, 2 minutes, etc., pour vous parler d'un sujet qui nous a interpellés, qui nous a fait plaisir. Et du coup, on s'est dit que c'était bien de le faire avec Ophélie. Alors Ophélie, je dis souvent que tu es un des visages de Lyon Positif. Tu es aussi la plume, parce que c'est souvent toi qui vas à la rencontre et qui écrit les articles qui accompagnent nos vidéos. Et puis je trouve que tu as témoigné il n'y a pas très longtemps à l'Afterall sur le plateau de la CPME pour parler de l'engagement des jeunes générations. Alors du coup, j'ai l'air d'un vieux con quand je dis ça, mais c'est parce que l'équipe est très très jeune et que moi je crois toujours que je suis jeune, mais non. Et on t'a confié cette première chronique parce que je trouve que tu incarnes vraiment cette génération engagée sur des causes qui sont aussi l'ADN de Lyon Positif. Et du coup, tu as choisi de nous présenter une association qui s'appelle Arthropologia. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, au sein de la rédaction de Lyon Positif, on a choisi de vous parler de notre coup de cœur de la semaine, qui est donc Arthropologia. Donc pour ceux qui la connaîtraient pas encore, Arthropologia, c'est une association lyonnaise naturaliste qui existe depuis maintenant plus de 20 ans et qui du coup sensibilise le grand public à la protection des insectes, de la biodiversité et de leur milieu naturel. Donc pour vous replanter un peu le décor, c'est vrai qu'on parle souvent d'extinction des animaux et beaucoup moins de celle des insectes, alors qu'en fait ces insectes pollinisateurs, ils sont essentiels à notre survie, notamment lorsqu'on parle d'alimentation. Et pourtant, aujourd'hui, plus d'un tiers de cette population est en déclin à l'échelle mondiale. Donc en fait, ce que Arthropologia elle va faire, c'est qu'elle fait des relevés scientifiques qu'elle va ensuite communiquer, donc toutes ces connaissances, et elle va formuler des solutions concrètes, donc que ça soit du plaidoyer auprès des élus et des collectivités, ou encore de la formation auprès des étudiants, du grand public. Donc nous on s'est dit que c'était un sujet qui était important à traiter. Donc on s'est infiltré avec l'équipe de Lyon Positif pendant toute une après-midi dans leur éco-centre. Une après-midi qui était dédiée à la formation de l'école de commerce l'Hydrac. Et en fait cet après-midi c'est l'occasion de faire une petite piqûre de rappel sur les connaissances qu'on avait concernant la protection de la biodiversité. Donc la première partie de la soirée c'était vraiment pour reposer les bases, les fondements des connaissances qu'on avait. Donc sur la perte de la biodiversité, et ensuite ils ont laissé place à de l'observation puisqu'ils se sont munis donc de leur filet pour observer dans leur jardin expérimentatif, pardon. Donc ils ont tout vu, des criquets, des abeilles, des menthes religieuses, des araignées. Et en fait on a un peu discuté avec les étudiants, ça a suscité beaucoup de questionnements. Déjà on s'est rendu compte que c'était des connaissances qui étaient enfouies depuis longtemps dans leur cahier tout poussiéreux de SVT. Et ensuite, ils se sont aussi rendus compte, en comprenant leur utilité, que certains insectes qu'on pouvait trouver un peu répugnants ou dont on pouvait avoir peur avaient une réelle utilité pour nous, humains. Et du coup, c'est aussi un sujet qu'on a trouvé urgent de traiter parce qu'on pense qu'il est plus qu'urgent de savoir cohabiter avec ces insectes et aussi d'aménager massivement nos villes pour pouvoir enfin laisser cette biodiversité vivre. Eh bien merci, voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas, Arthropologia, merci pour tout Ophélie. Alors, la quatrième rubrique, l'avant-dernière de notre thématique désir, si tout le monde arrive à suivre, on est sur le I de inspirant. Alors, quel succès, hein. Inspirant, vous me direz, elles sont toutes inspirantes. Toutes ces rubriques, elles le sont, et par essence, j'allais dire, c'est vraiment l'esprit aussi de ce qu'on fait sur Lyon Positif avec ce mantra, cette raison d'être qui est la nôtre, c'est de régénérer l'action par l'inspiration. Mais on a choisi quand même à chaque fois de s'intéresser à une personnalité, un projet ou une première fois, ce qui est un peu le cas avec ce projet de la Maison de la Diversité dont tu vas nous parler, Christophe, porté par une association qui s'appelle Les Audacieuses et les Audacieux. Mais avant, je te propose qu'on écoute un témoignage. Je savais ce que c'était qu'un homosexuel. Je ne pouvais pas me l'appliquer à moi. C'était pas possible, puisque de toute façon, depuis des années, j'étais marié, j'avais des enfants, donc c'était pas pensable de me l'appliquer. Je m'appelle Maurice, j'ai 85 ans et demi. À 30 ans, j'ai commencé à avoir un premier psy qui a fini au bout de quelques mois par me faire mettre un nom, finalement, sur ce que je pouvais éprouver depuis que j'étais tout petit.
Ma femme, quand le mot homosexuel est apparu dans nos relations, pour un peu, on allait tous les deux chercher un dictionnaire pour savoir de quoi il s'agissait. J'en ai parlé à tout mon entourage dès 1970, simplement les gens au courant ont dit d'accord, on aurait préféré que tu ne nous le dises pas, maintenant sois gentil, ne nous en parle plus. Ma sœur m'a dit un jour, c'était le seul fois où elle était honnête, elle m'a dit un jour, tu comprends, on a des amis homosexuels, ça ne nous dérange pas du tout de les recevoir. Mais quand c'est dans la famille, c'est beaucoup plus gênant. Je suis rentré aux Audacieux depuis 80. Je n'ai plus été gêné pour en parler. C'est vrai que ça a fait sortir une part de moi qui avait été arrêtée dans le temps. J'en suis où de ma vie sentimentale? J'ai un homme dans ma vie. C'est le premier. À 83 ans. Que j'ai connu par les réseaux. Psychologiquement, c'est très important. Parce que finalement, je me disais, je vais mourir en ayant clamé depuis 50 ans que je suis homosexuel et sans avoir jamais eu de copain. Donc quand même, sur le tard, j'en ai un. Voilà un témoignage qui pose un peu aussi peut-être le contexte, etc. Est-ce que tu veux nous raconter d'abord peut-être ce que sont les audacieuses et les audacieux et ce projet là, qui vient de se concrétiser de cette maison de la diversité? Avant d'aller directement sur la maison, c'est peut-être, voilà, vous avez entendu Maurice, on aurait pu présenter Lydie, on a beaucoup de témoignages. En France, on sait que l'isolement social est un facteur aggravant de la perte d'autonomie et qu'il y a des discriminations liées à l'âge. Mais certaines discriminations ne sont pas associées aux seniors. On pense à l'homophobie, on pense à la sérophobie. Parce qu'on considère en France, en fait, que les vieux et les vieilles n'ont pas de vie affective, n'ont pas de vie sexuelle. C'est faux. Les seniors ont une vie affective, ont une vie sexuelle. Et on est là pour ça, à un moment donné, pour leur permettre d'être eux-mêmes à tout âge. En fait, oui, on va tous mourir, mais on peut faire aussi le choix de vivre jusqu'à la mort et à un moment donné, de ne pas l'attendre. Donc l'idée, oui, c'est ça, c'est l'ADN de l'association, c'est de permettre à chacun de se trouver et d'être soi, quel que soit son âge et quels que soient ses choix. Quelle que soit son orientation, son identité, il faut le savoir. Donc, pourquoi on en est arrivé là? Et l'association Les Audacieux Audacieuses a été créée. En France, 1 million de seniors LGBTI+, de plus de 60 ans, 90% sans enfants, donc potentiellement sans aidant naturel. 65% d'entre eux vivent seuls. On parle d'une génération qui a connu la pénalisation de l'homosexualité, des discriminations, des coming out. Maurice l'a fait très tôt, mais on a des adhérents chez nous qui l'ont fait il y a quelques mois, donc c'était leur premier coming out. La génération SIDA, perte de proches, vulnérabilité affective, vulnérabilité économique et un taux de suicide de 2 à 7 fois supérieur par rapport aux seniors hétérosexuels, 2 pour les femmes, 7 pour les hommes. Et partant de ce constat, les audacieux ont été créés pour créer du lien social, donc faire de la convivialité, sortie culturelle, sortie théâtrale, de la prévention. On ne réinvente pas les mêmes choses que font les caisses de retraite, mais on assure un cadre bienveillant. Nos intervenants savent qu'ils s'adressent à des audacieux LGBTI ou porteurs du HIV, et nos adhérents savent qu'ils peuvent poser toute question sans peur de jugement, sans peur de ricanement. Un pôle formation et le pôle habitat, donc autour de la maison de la diversité. Alors cette maison de la diversité, c'est un vrai projet particulièrement innovant, ce qui ici à Lyon n'est pas une surprise, j'allais dire. Il faut savoir que Lyon est une terre pionnière, une terre très humaniste, une terre de la mutualité, où ont été créés les premiers HLM, les premiers EHPAD, et à Lyon il se passe toujours des choses assez en avance sur la société. Est-ce que tu peux nous raconter le projet de cette maison qui vient d'ouvrir? Alors qui va ouvrir. Qui va ouvrir d'ailleurs. C'est Lyon qui va accueillir la première maison de la diversité. Elle sera construite à la Croix-Rousse, sur la colline qui travaille, en arrondissement bienveillant. Je vous invite à imaginer qu'est-ce que c'est que la maison de la diversité. C'est un habitat inclusif et participatif ouvert aux seniors LGBTI et bien sûr à leurs amis hétéro-alliés. C'est un cocon, un endroit bienveillant où chacun et chacune pourra être soi, aura son propre appartement à la location, avec des espaces de vie partagés, des espaces ouverts au quartier, aux associations de quartier. Pour l'anecdote, je dis souvent que c'est le premier projet immobilier depuis 10 ou 15 ans sur Croix-Rousse qui n'a eu aucun recours au moment du permis de construire. Et donc on a créé vraiment un lien très fort avec les voisins, ainsi de suite.
Une maison qui sera autogérée par les futurs cohabitants, cohabitantes. J'en ai 3 futurs cohabitants, cohabitantes qui sont dans la salle avec moi, qui vont se choisir et qui vont décider en fait de vieillir ensemble et mettre en place des actions de solidarité. Et donc si demain l'un d'entre eux a un problème, et bien c'est plutôt que périr ou pourrir en période de canicule dans son appartement, ben son voisin de palier sera là, sera bienveillant et prendra soin de lui. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait en parler, parce que je rappelle, hein, dans l'ADN de Lyon Positif, il y a toutes les transitions de société, de climat, d'économie, de politique. On essaye de regarder tout ce qui est important et tout ce qui doit bouger pour que le monde change et qu'on le regarde autrement. Peut-être une dernière question, parce que c'est aussi un sujet dont tu parles souvent et que tu tenais à le rappeler aujourd'hui. C'est vrai que parfois les gens te disent oui, mais ça va être un peu comme de l'entre-soi, mais il y a une défense pour toi de l'entre-soi. C'est important que cette communauté puisse se retrouver aussi ensemble. C'est dit positivement. En général, on nous parle de ghetto, mais en fait, en France, on parle de ghetto que pour les migrants ou pour les LGBT. Il y a des établissements cultuels, catho, on ne parle pas de ghetto catholique. Dans le 16e arrondissement à Paris, il y a des résidences seniors à 8 000 € du mètre carré. C'est un ghetto de riches. Jusqu'à 65 ans, et demain 67 ans, on fait le choix de vivre où on veut, autour de qui. Moi, j'ai choisi de vivre à la Croix-Rousse pendant longtemps. Pourquoi ? Une fois que je serai âgé, je n'aurai pas le choix de vivre avec des gens qui me ressemblent, avec des gens avec qui j'ai eu un parcours en commun. Là, on parle de seniors LGBTI, donc la lutte contre la discrimination qu'ils ont vécue. Peut-on parler de ghetto lorsque Madame Delaunay parlait d'une maison d'affinité qui accueillait des déportés de la Shoah ? En fait, ils avaient ça en commun, ils pouvaient se retrouver, ils avaient ce vécu-là qui est dur, mais qui leur permettait de ne pas être isolés dans les EHPAD comme on connaît, où on attend sur son fauteuil l'heure de 18h que le repas soit servi. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est proposer à ces gens-là qui ont ce parcours de vivre ensemble et de mettre en place ces liens de solidarité, changer la société, changer la façon de vieillir en France. J'ai une question peut-être un peu novice, mais c'est-à-dire qu'avant votre initiative, ce genre d'espace, d'endroit n'existait pas ? Nous serons la première maison, le premier habitat participatif pour seniors LGBTI en France. Ça existait, notre modèle, c'est à Berlin, où il y a une maison de la diversité qui a été construite en 2013. On les a visités, on était à Berlin il y a 2 semaines. La deuxième maison va voir le jour d'ici dans 2-3 semaines. Là, ça va à l'inauguration. Et ils ont aujourd'hui 500 personnes sur liste d'attente. Et pour une capacité de combien de personnes ? Alors, nous, on aura une maison, pour la première maison, c'est une capacité de 14 appartements. On reste quand même sur un projet à taille humaine. J'ai oublié de préciser, mais on espère que Lyon va ouvrir les portes dans d'autres villes. Je pars dans 2 jours à Strasbourg, qui devra accueillir la 2e maison de la diversité. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Christophe. Et puis, vous remarquerez que la musique est un fil rouge de cette soirée et cette émission, et les adhérents, les bénévoles, les gens des audacieuses et des audacieux ont créé quelque chose que tu voulais nous présenter, donc raconte-nous ce que c'est. Une avant-première, ça sortira en 2024, donc pour une plateforme de financement participatif, je le dis aussi, comme mes prédécesseurs. Vous verrez l'impact que ça a, qu'on a sur ces audacieux, et l'impact qu'eux ont sur nous en tant que porteurs de projet, parce que c'est une belle essence dans notre moteur. Alors je vous laisse écouter ce qu'ils ont créé, et on voulait vous le montrer en avant-première. Voilà, la musique est un élément essentiel aussi du partage et de la confiance et de l'envie de raconter une histoire autrement. Et c'est ça aussi qu'on voulait vous montrer aujourd'hui. On arrive déjà, ou seulement, je ne sais pas, à notre dernière rubrique, qui est la rubrique responsable.
On est sur la rubrique responsable. Dans cette rubrique, il y a évidemment un rapport et une relation à la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, mais on est aussi plus largement sur des questions d'impact très concret sur le territoire, et on avait voulu sur ces sujets-là avoir 2 exemples. Évidemment, avec toi, Cyril Capel de la CCLD, et tu vas nous parler aussi d'une association qui s'appelle la Cravate Solidaire, et qui organise l'accompagnement de personnes en difficulté pour leur apprendre en fait les codes de l'entretien d'embauche. Mais le plus simple, c'est de regarder un petit reportage. La Cravate Solidaire, c'est une association qui se situe en bout de chaîne de l'insertion, où l'objectif c'est de transmettre les codes de l'entreprise à des personnes en recherche d'emploi à travers le don d'une tenue professionnelle et la transmission des codes verbaux et non verbaux à connaître en entretien d'embauche. Je suis à la recherche d'une alternance dans le domaine du marketing et j'ai tout de suite pensé à Cravate Solidaire. L'idée de la Cravate Solidaire, c'est avant tout de répondre à une problématique de matériel pour réussir son entretien et arriver en confiance le jour de son entretien d'embauche. Ils arrivent, ils sont très mal à l'aise parce qu'ils se demandent comment ça va se passer, ils sont intimidés et ils repartent la tête haute. On est là pour s'adapter à eux et pour répondre à leurs attentes. Quand ils arrivent devant nous, ils sont quand même très angoissés. Eh bien, c'est de pouvoir leur dire qu'ils ont une richesse et que c'est de ça dont on va parler. La fin de l'atelier se finit en général par une photo de portrait parce qu'on croit beaucoup à l'estime de soi par la photographie. En arrivant ici, déboussolé, j'ai eu à écouter, à prendre des notes sur ce qu'il fallait et ne pas faire, comment il fallait agencer mon CV. Et je ressors avec des beaux vêtements. Ça m'a vraiment aidé aujourd'hui à décrocher mon entretien concrètement, à vraiment me donner confiance en moi et aujourd'hui je suis épanouie dans ce que je fais. Depuis 2012, ce sont des milliers de candidats qui ont bénéficié des ateliers de la Cravate Solidaire dans toute la France. Et selon nous, nos statistiques, 70% de nos candidats réussissent leurs entretiens d'embauche et ont beaucoup plus confiance en eux. Voilà, alors on est avec toi Cyril Capel, donc tu es un spécialiste de ces sujets et tu interviens avec 2 casquettes ce soir. D'abord parce que tu as une entreprise qui s'appelle CCLD, peut-être que tu peux nous en dire quelques mots. Tu es ici aussi, je tiens à le signaler, un des partenaires de Lyon Positif depuis un moment. On a fait une super série ensemble qui a bien fonctionné, je crois qu'il y en aura une deuxième, et tu as aussi, et un de ceux qui a permis que cette soirée se fasse, donc merci beaucoup. Tu peux nous parler de ton métier et puis peut-être du coup de ton engagement qui est lié sur la Cravate Solidaire. Ok, je vais essayer d'être bref. Je suis déjà très content d'être là ce soir. Un peu moins qu'on me donne le côté responsable. Je me suis jamais vraiment senti en responsabilité, même si je le suis un peu. CCLD, pour en dire 2 mots, c'est au départ un cabinet de recrutement que j'ai créé en 2001 à la fin de mes études. J'étais un universitaire et les premières questions qu'on nous posait à ce moment-là, c'était de nous dire vous venez de quelle école pour avoir monté un cabinet de recrutement. Et donc c'est ce qui m'a mis un pied en fait assez rapidement dans des systèmes de type lutte contre les discriminations, parce que j'avais du mal à comprendre qu'on demande forcément à une personne de quelle école il sortait alors que j'étais un universitaire quand on a créé ce cabinet. Et puis on l'a développé, on l'a même vendu en 2020, il y avait à peu près 150 personnes au niveau du cabinet, donc on l'a bien développé, c'est un cabinet qui est présent sur toute la France. Et en le vendant, je me suis dit que j'avais envie de faire ce que j'aimais faire depuis 20 ans. Moi j'ai été vice-président d'une association qui s'appelle La Compétence Égale, qui lutte contre les discriminations. La Cravate Solidaire, et je vais en parler tout de suite après, c'est une association qui a été créée il y a 10 ans par 3 étudiants, dont 2 que vous voyez sur le film. Quand ils sont venus à Lyon, parce qu'ils ont commencé à écrémer des associations un peu partout, j'ai été le premier à leur dire il faut absolument effectivement qu'on développe cette association ici. Et donc comme je le disais, moi j'ai beaucoup travaillé sur tous ces sujets-là pendant 20 ans. Et en 2020, quand on a vendu le cabinet CCLD, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que je puisse aller vers des choses où on peut agir pour l'emploi et les compétences. Et j'ai créé une marque qui s'appelle Act for Skills et qui est bien en lien avec ce que fait Lyon Positif. Et c'est vraiment ça qui m'a tout de suite intéressé quand on a commencé à se rencontrer et à se parler. C'est-à-dire que ça faisait des années que je disais que je n'étais pas un dirigeant, que j'étais le hope de cette société. Donc le hope de Act for Skills, c'est quoi un hope ? C'est l'avantage de créer une entreprise, c'est qu'on se crée un poste. C'est Head of People and Enthusiasm.
Et je dis que le rôle du dirigeant, c'est de travailler sur le plaisir des collaborateurs, parce que le plaisir favorise l'engagement et l'engagement favorise la performance. Parce qu'on ne fait pas ça pour rien. À un moment donné, on fait ça parce qu'on va aussi chercher à obtenir des résultats positifs pour tout le monde. Et donc, au-delà de ce côté hope, le côté positif, le côté agir, je voulais absolument qu'on le retrouve dans le nom de ce qu'on mettait en œuvre. Et c'est pour ça qu'on a créé ce côté Act for Skills, alors qui est une société aujourd'hui, Act for Skills, mais qui travaille vraiment autour de l'emploi et des compétences et qui est là pour accompagner les personnes et les entreprises et en tout cas se débrouiller pour que les deux se rapprochent un petit peu plus. Mais bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, j'en dis pas plus parce que si vous avez envie d'en savoir plus, vous irez sur LinkedIn, sur Internet. Ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'est surtout de parler de la cravate solidaire. Oui, et du coup, de faire le lien, ce que je voulais, c'est le lien avec ton activité dans le recrutement et la manière dont justement, toi qui es confronté à ça, t'es aperçu que il manquait parfois des codes, des usages, des habitudes pour des personnes éloignées de l'emploi qui n'arrivaient pas à passer l'entretien d'embauche en fait. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire quand on a créé l'association, pour le coup au départ, à compétences égales en 2006, avec cette association, on s'est aperçu que dans les entreprises, en fait, le problème c'est qu'elles avaient besoin de recruter sur CV essentiellement, et donc il y avait des biais, il y a des biais cognitifs qui se font directement sur ces CV, et donc on a voulu travailler sur la compétence, d'où le terme à compétences égales, et en travaillant en fait autour de ces soft skills, et on a énormément travaillé autour de ça. Quand la cravate solidaire est née, on s'est dit il faut qu'on puisse aider des personnes qui a priori n'arrivent pas à écrire leur CV de cette manière-là correctement, et en entretien n'ont pas les codes. Et donc en fait ce que fait la cravate solidaire, c'est quelque chose qui est assez simple au départ sur le papier, sauf qu'on l'a industrialisé avec eux en volume. Rien que sur Lyon, pour vous donner un ordre d'idée, c'est entre 400 et 500 bénéficiaires par an de personnes qui passent, alors que l'association n'a que 2 salariés. Donc c'est une toute petite association sur Lyon, mais malgré tout, on cherche à faire des volumes de personnes et à rencontrer beaucoup de personnes. Et donc qu'est-ce que fait la cravate ? En fait, elle va d'abord faire des collectes en entreprise. En entreprise, on récupère des vêtements professionnels de personnes qui les ont portés, ces vêtements, et qui se disent aujourd'hui, ça me va plus, j'en veux plus, c'est plus compliqué, etc. Et en tout cas, les mettent à disposition de l'association. L'association ensuite a un dressing, qu'on peut appeler dressing solidaire, et quand on reçoit des bénéficiaires, la première chose que la personne fait en tant que bénéficiaire, c'est de voir un coach en images, qui sont des bénévoles, les coachs en images sont directement des bénévoles, ils reçoivent ces personnes-là et ils vont les aider à mieux se présenter, parce qu'on sait que l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. C'est un peu le leitmotiv de l'association depuis la création. Et donc, elles vont aider ces coachs en images à ce que les personnes puissent mieux se présenter en entretien. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, d'image, d'apparence physique, je rappelle, c'est un des critères de discrimination, mais malgré tout, on est tous amenés à avoir ce biais quand on rencontre une personne. Une fois que cette personne est passée par le coach en image, elle va aller faire un entretien, un vrai entretien de recrutement qu'on fait avec des RH. Et donc, on a des RH bénévoles dans l'association. C'est au départ comme ça que moi je me suis beaucoup investi dans l'association en tant que RH, bénévole. On fait passer des entretiens à ces personnes, on les secoue un peu, c'est un peu l'objectif de l'entretien, mais comme c'est pas encore leur vrai entretien, on va les secouer pour leur dire attention, regardez le type de questions qu'on va vous poser pendant un entretien. On est en train de faire une simulation, mais cette simulation, c'est la vraie vie. C'est ce qui va se passer pendant votre entretien. Et donc, du coup, une fois qu'on a fait cette simulation, derrière, il y a un débriefing avec la personne en lui disant, voilà, quand on vous a posé cette question, voilà en gros ce que vous nous avez répondu, voilà la perception que va avoir le recruteur, et voilà ce que le recruteur potentiellement aurait eu envie d'entendre. Et une fois qu'on a fait ce débriefing, en règle générale, on va reposer les questions et on va le réentraîner pour que la personne puisse se comporter en entretien avec les attentes potentiellement des recruteurs. Donc en règle générale, un RH passe à peu près 1 heure de temps avec un bénéficiaire. Heureusement que tu m'as dit, Cyril, moi je serais bref, j'aime pas parler, je suis hyper timide et tout ça, mais c'est génial. Alors, on va enchaîner parce qu'on est bien dans le timing, mais il n'y a rien de trop, puis le repas est prêt et que c'est important à un moment qu'on aille aussi discuter. Mais il y a un dernier projet dont on voulait vous parler, qui a un lien avec ces questions d'emploi, avec tout ce qu'on a évoqué sur l'accueil, sur l'apprentissage, etc. Pour ça, je vais accueillir 2 frères. Alors, j'adore parce que je l'ai préparé depuis le début. C'est les frères Cohen. Mais ils n'ont rien à voir avec ceux d'Hollywood. Ils sont de Dessine. Et on peut les applaudir, les frères Cohen de Dessine. Samuel et Benjamin, qui tous les deux, c'est marqué, dirigent une très belle entreprise de
plomberie qui s'appelle Sabeco. Et en fait, on va vous parler d'un projet, et William va me rejoindre aussi, qui nous tient énormément à cœur, dans lequel on est tous impliqués à des degrés divers. Lyon Positif, parce qu'on est le média partenaire qu'on porte cette histoire. Et vous savez aussi que derrière Lyon Positif, il y a une société de production pour fabriquer tout ce que vous voyez là, et pour fabriquer ces images, et que la personne qui s'en occupe, alors je ne sais pas si tu peux venir en termes de réalisation, William, c'est mon associé William Fèvre, qu'on peut applaudir, qui réalise l'émission. Voilà. Sans lui, il n'y a pas de télé. Et William est engagé avec les frères Cohen qui ont créé une association pour faire très très simple, parce que Samuel, on aura l'occasion d'en reparler, on va raconter toute l'histoire, mais c'était l'idée de se dire que dans les métiers du bâtiment, c'était compliqué de trouver de l'apprentissage, qu'il y avait des personnes en difficulté qui arrivaient mais qui ne savaient pas qu'ils pouvaient faire ce métier. Vous avez créé votre propre école, tu les as aidés, accompagnés, tu as créé des cours de théâtre, enfin des tas de gens sont venus te voir, et à un moment on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on n'ira pas plus loin dans la valorisation de tout ça ? D'où l'idée d'une association qui s'appelle Semeurs de Talent, dont on fait partie, d'où le travail qu'a commencé William avec toute une équipe qui est là présente pour fabriquer la première série documentaire sur l'apprentissage qui s'appelle L'Art de réapprendre. Je rappelle tout ça parce que je vais vous en montrer le teaser. Lui, c'est Stéphane. Après 20 ans de bons et loyaux services en tant qu'assureur, il a voulu changer de voie. Bricoleur, toujours l'envie de bien faire et toujours soucieux de favoriser l'humain dans son travail, c'est décidé, il sera plombier. Mais avant ça, c'est pas parce qu'il a un master et quelques compétences en bricolage qu'il peut se lancer comme ça. Pas le choix, il doit passer son CAP. Alors retour sur les bancs d'école et bienvenue dans le monde de l'apprentissage. Pendant toute son année scolaire, Stéphane va essayer de comprendre ce qui a changé, ou pas, depuis qu'il a passé son bac il y a déjà 20 ans. De Pôle emploi à la mission locale, en passant par les réseaux du BTP, il ira à la rencontre de toutes celles et ceux qui font aujourd'hui la réalité du métier et les joies de la formation. Tous les jours, il va désormais côtoyer Edem, Sekou, Amandine, Loïc, Orguest, Anis et toute sa classe de CAP. Il va devoir s'adapter, travailler et surtout changer son regard sur l'apprentissage. J'ai fait un master en art, j'ai fait un BTS en communication. J'ai commencé par un bac pro boucher charcutier traiteur. J'étais boulanger avant, lorsque je venais, j'ai passé une diplôme de CAP boulangerie. Avant ça, j'étais en boucherie, c'était pas trop mon délire. En fin de compte, je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelque chose de manuel. Moi, je suis quelqu'un qui aime bricoler. J'ai décidé de changer de métier, de me diriger plus vers un métier où on rencontre les gens, on reste dans le côté manuel. Il y avait que deux choses qui correspondaient, électricien et plombier. Pour mon entourage, c'était normal. C'était plus normal que pour moi-même. Lorsque j'avais dit que mon père, que j'étais boulanger, il l'aimait pas. Mais depuis que je lui ai dit que j'étais plombier, depuis ce jour, il est super content avec ça. J'ai déjà ma tante qui m'a prévu un chantier quand j'aurai fini mes études. Moi, je me suis lancé dans l'alternance, c'est mieux pour apprendre. On touche au métier. Je suis avec un technicien qui nous apprend bien à nous débrouiller pour plus tard, pas toujours compter sur les autres et faire de soi-même. Ce qu'on va faire, vous allez déjà essayer le premier. Tous les 5 cm, on va en faire un. Ok ? C'est un métier qui me plaît, ça se fait à la main. C'est un métier, il y aura toujours du boulot, qui est très recherché et très reconnu. Il y a beaucoup d'avantages déjà pour chez soi. Quelqu'un qui est plombier, il va pas appeler un autre plombier pour sa maison. C'est un métier, si tu l'apprends, partout tu peux le faire. On découvre des choses chaque jour et on n'a jamais fini d'apprendre. J'avais besoin d'un renouveau et pour l'instant, j'en suis très content. Les outils aujourd'hui qui sont à notre disposition rendent le métier beaucoup plus accessible. Je pense pas que j'aurais pu faire ce choix à la génération de mes parents. L'impact des métiers du bâtiment, c'est notre vie au quotidien. On ouvre un bâtiment, on ouvre une porte, c'est aujourd'hui d'une évidence et pourtant tout ça, ce sont les métiers du bâtiment. Finalement, on se lève pour amener quelque chose aux gens et je pense que c'est important dans la vie parce que pour rendre le monde meilleur, il faut donner un petit peu de soi et faire un boulot qui non seulement soit passionnant pour soi, mais qui fasse avancer le monde. Alors découvrons avec Stéphane l'art de réapprendre. Ça envoie. Viens 2 secondes, William. Juste nous raconter en 30 secondes l'ampleur du projet, parce que je ne sais pas si tout le monde mesure bien dans quoi on s'est lancé, mais c'est un truc de dingue. Bonsoir à tous. Ce projet, il a démarré il y a plus d'un an, où on s'est rencontrés avec Samuel et Benjamin. Ils m'ont raconté comment se passait le recrutement, comment ils géraient leur boîte, comment ça se passait. Et là, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Eux-mêmes avaient des envies de série télé. Alors on a réalisé ça. Ça fait 1 mois que le tournage a commencé. Il commence donc en septembre 2023 et il se terminera en juin 2024.
Nous avons tourné 7 épisodes de 26 minutes. On a un acteur, Grégoire, qui était parmi nous, qui vient de partir. Donc c'est un acteur qui va incarner ce rôle de Stéphane. Lui-même va tourner une trentaine de jours avec les équipes, avec les jeunes. C'est là où on est sur de la fiction documentaire. De la fiction parce qu'on a interviewé une quarantaine de personnes qui sont reconverties dans la plomberie. Et on a créé ce personnage et on essaie de raconter sa vie, ses soirées quand il rentre avec sa femme, ses doutes, ses joies. Et tout ça, c'est une partie fiction. Mais n'oublions pas que nous sommes au contact de ces jeunes pendant toute l'année. Ça va au-delà d'une simple série. On est avec eux, on est sur le terrain, on les accompagne, toute l'équipe les connaît. Et c'est pour ça que c'est un projet qui est unique en France. C'est une fiction documentaire qui sera diffusée à la télé. On vous dira bientôt. Et vous pourrez retrouver bientôt l'art de réapprendre. Voilà. L'art de réapprendre. On est soutenu effectivement par un certain nombre d'institutions, de structures, le Conseil régional, la Fédération du bâtiment, la métropole de Lyon, un certain nombre d'associations. Beaucoup de gens sont en train de se dire tiens, il se passe quelque chose autour de ces enjeux qui sont des enjeux fondamentaux. Je vous le dis aussi, et on vous le redira à tous, il y aura une projection qui aura lieu le 10 novembre à l'heure du petit déjeuner du premier épisode complet de la série en avant-première que vous pourrez découvrir. On vous invitera largement. Samuel et Benjamin, ça va être court, mais je sais que tu sais faire court, mais on voulait vraiment en parler avant que peut-être d'autres viennent te parler derrière, puisqu'il faut après qu'on rende les lieux, il faut quand même qu'on aille manger, il faut quand même qu'on aille parler de tout ça. Mais est-ce que tu veux nous dire juste un petit mot sur le pourquoi, comment est-ce que ça t'apporte aujourd'hui et pourquoi tu t'es lancé là-dedans ? Moi, je serais aussi court que Cyril, il n'y a pas de souci. En fait, nous, on est dans un secteur qui est extrêmement pénurique en termes de compétences et en termes de recrutement. On a essayé, à notre manière, d'attirer des compétences et de former des jeunes, et on s'est retrouvé en fait avec énormément d'apprentis, plus de 50 à un certain moment, et on a créé nos centres de formation. Et en fait, on s'est rendu compte que ce travail qu'on faisait, il fonctionnait. Et qu'aujourd'hui, les confrères, les autres entreprises dans le secteur du bâtiment étaient en totale panne de solutions face à ces problématiques de recrutement. Et on s'est dit que, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est une partie de la solution à adapter dans chaque entreprise et dans chaque contexte. Mais si ça ne se fait pas au niveau de la filière, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ce projet de série pour toucher un maximum de personnes, de dirigeants, de jeunes au niveau de la filière pour essayer de déclencher ce mouvement où en fait on essaye de faire 3 choses. La première, c'est de montrer que les métiers manuels et du bâtiment sont des métiers attractifs. Il y a quelque chose qui s'appelle, d'une manière très, très poétique, l'intelligence de la main, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont faits pour ces métiers-là, qui sont extrêmement doués et qui s'épanouissent dans ces métiers-là. Donc le but de la série, enfin le premier objectif, c'est de montrer que c'est des métiers attractifs. Le deuxième objectif, et j'ai bientôt fini, c'est de montrer que en formant ces jeunes, en accueillant ces jeunes et en les formant dans les entreprises, on prépare les prochains recrutements de demain et d'après-demain. Et que en fait, la formation à l'intérieur de l'entreprise, c'est une solution aux difficultés de recrutement dans ces métiers-là. Et troisièmement, le troisième objectif, c'est de montrer qu'il y a tout un tas de profils qui sont plus ou moins éloignés de l'emploi, qui en fait sont très très intéressants à recruter et à former. Et le but, c'est de montrer, de montrer un aspect positif sur ces profils-là qu'on a peu l'habitude de voir dans les médias. Et ces profils, c'est les MNA, donc les mineurs non accompagnés, donc énormément, enfin nous, dans tous les candidats qu'on reçoit en apprentissage, il y a plus de la moitié qui sont des jeunes qui viennent de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Mali, et qui ont énormément de choses à apporter, mais qui souvent se heurtent à un mur parce que les recruteurs savent pas comment les aborder, quoi. Donc on veut montrer que ça fonctionne avec ces profils-là, on veut montrer que ça fonctionne avec les jeunes de quartiers prioritaires de la ville.
On veut montrer que ça fonctionne avec les jeunes en reconversion professionnelle, parce qu'il y en a aussi énormément. Et enfin, on veut montrer que ça fonctionne dans le bâtiment avec les jeunes femmes, parce que c'est un métier qui doit se féminiser, où les jeunes femmes ont toute leur place, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Et voilà, c'est vraiment le dernier objectif de la série, c'est de revaloriser tous ces profils-là et de montrer tout ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. Alors, c'est un projet magnifique, merci beaucoup à tous les deux. Il y a une très grande interview qu'on a fait ensemble qui dure presque 50 minutes, je crois. On vous enverra le lien, vous pourrez retrouver toute l'histoire. Je ne voulais pas être trop long ce soir, mais je voulais vraiment qu'on en parle et puis on vous donnera les infos sur la projection en avant-première de cet épisode qui aura lieu le 10 novembre. On arrive au bout, on a dépassé un tout petit peu, mais c'était une première, donc j'espère qu'on est pardonné. Je suis impressionné parce que vous avez été hyper sage et hyper attentif, et ça c'est chouette. Mais là, je sais que ça commence à être dur. Moi, je voulais simplement remercier d'abord du fond du cœur toute l'équipe, parce qu'il y avait Ophélie, Clara, Victor, Simon, William et Fabien. Sans eux, il n'y avait pas d'émission. Vous remerciez vous, parce que sans vous, il n'y a pas de télé. Faire un clin d'œil à celui qui prend des photos, qui est là, derrière Philippe, à Mathieu qui m'a accompagné. C'était pas facile, t'as joué le jeu, mais je crois que je prends pas mal de place. Et puis saluer mon fils cadet, Louis, qui est en stage avec nous en ce moment, qui tient le bar, et mon épouse qui supporte tous les jours les affres de la création d'une télé. Merci beaucoup, à bientôt.